So good afternoon, everybody. So a little question to start. This conference should be in English, but if here there's nobody who cannot speak in French, then we think the best way would be to do it in French. So is there somebody here who cannot speak French? Non. Bon. Eh bien, nous allons donc pouvoir faire cette conférence en français, ce qui épargnera à tout le monde le fait de supporter 1h15 d'anglais avec des accents qui sont plus ou moins aléatoires quand même, il faut bien le constater. Alors, on va être rejoint par Bertrand Baldré qui devrait apparaître normalement sur cet écran à un moment ou à un autre, mais on va démarrer quand même direct. Donc, on va commencer par un petit tour de table, en tout cas un tour de chaise, pour que chacun puisse présenter l'institution qu'il représente et puis aussi insister sur un point important sur lequel il souhaiterait insister ce soir. Donc, on va faire dans l'ordre. Donc, Pierre-Étienne, je t'en prie. Donc, bonjour. Merci de donner l'occasion de parler avec un accent français. En français. Donc Pierre-Étienne Franc, je m'occupe d'un fonds que nous avons monté conjointement entre une structure qui s'appelle 5T Hydrogène que j'ai créé il y a un an en partant du groupe Air Liquide et la société Ardian qui est bien connue pour être l'un des grands gestionnaires de fonds européens, le plus grand. Cette structure s'appelle I24 et elle développe un fonds spécifiquement dédié au passage à l'échelle de l'économie de l'hydrogène, en investissant dans l'ensemble de la chaîne de valeur des infrastructures hydrogène, la production d'hydrogène vert, le transport, la distribution, notamment dans le métier de la mobilité et des transports. C'est un fonds, je précise, article 9, parce que je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, donc c'est un fonds qui a pour vocation à être essentiellement là pour décarboner, pour avoir un vrai impact tangible sur la décarbonation des activités énergétiques à base d'hydrogène, et qui a à ce jour levé à peu près un tout petit peu moins, mais pas tout près de 1,5 milliard, et qui a commencé à investir, mais on en parlera plus tard. Voilà. Alors juste, on essaiera de garder tout le monde accroché au train. Donc article 9. Article 9, c'est une réglementation européenne de la Commission européenne qui s'est développée en miroir de la taxonomie européenne qui définit les actifs selon leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre, et qui est une réglementation qui demande aux sociétés financières de déclarer dans quelle classe d'actifs ils travaillent. Et l'article 9, c'est une classe d'actifs qui est extrêmement contraignante en termes d'impact sur le climat, donc qui est très vertueuse sur le climat, qui n'émet pas de CO2 ou qui contribue à réduire les émissions de CO2. Nous accueillons donc aussi Damien Ricordo. Oui, bonsoir à tous. Donc, Finagreen est une société de conseil financier que j'ai créée il y a 10 ans, qui est spécialisée dans le financement de projets d'énergie renouvelable. Donc, essentiellement, en fait, on a une dizaine de bureaux répartis en gros en Europe et après dans l'ensemble des pays émergents, que ce soit en Amérique latine, en Afrique ou en Asie du Sud-Est. Et en fait, on vient structurer des financements de projets solaires, éoliens, biomasse, hydraulique, et maintenant aussi sur des sujets effectivement hydrogène. Et demain, en fait, on viendra aussi également financer tout ce qu'on appelle les Nature-Based Solutions, Nature-Based Assets, c'est-à-dire tous ces actifs de la nature, en fait, la reforestation, la forestation. Et donc, ça fait partie des nouveaux types d'activités dont on aura l'occasion de discuter aujourd'hui. Merci. Et donc, Grégoire Chenevière-Le Drian. Bonjour à tous. Alors j'espère qu'on ne donne pas l'image de financiers uniquement hommes et en costume. En costume, c'est sûr. C'est sûr. Mais écoutez, ce soir, l'idée c'est de vous parler aussi dans ces acteurs financiers de la Banque européenne d'investissement. C'est une banque publique. C'est la plus grande banque publique au monde, plus grande que la Banque mondiale, et qui pourtant est souvent méconnue ou qui n'est pas suffisamment reconnue à la hauteur de son action sur l'ensemble des territoires, que ce soit en France, en Europe et aussi à l'extérieur de l'Union européenne. C'est une banque qui est détenue par les États membres de l'Union européenne, par les actionnaires, et qui investit sur des priorités de politique publique européenne, notamment les infrastructures, le financement des PME, l'innovation et l'environnement, qui est aujourd'hui une des priorités affichées et affirmées par cette institution pour transformer la Banque européenne d'investissement en Banque européenne du climat, avec des engagements et des ambitions très élevées en termes de volume d'investissement.
on parle de doublement de l'activité de la BEI en faveur du climat, ce qui se traduit par des volumes d'investissement de l'ordre de 30 milliards d'euros par an. Et on aura l'occasion d'en reparler pendant la table ronde, mais la BEI n'investit jamais seule. Et elle a besoin d'autres acteurs, elle mobilise d'autres acteurs, en particulier des financements privés, pour venir à ses côtés financer des priorités de politique publique. Et c'est un rôle catalytique qui est extrêmement important, justement pour passer de la réduction de ce risque identifié sur le financement de projets ayant un impact positif sur le climat, et pour passer à une échelle supplémentaire, ce qui est le titre de notre table ronde aujourd'hui. On va donc pouvoir démarrer. On espère que Bertrand Baldré va nous rejoindre sur l'écran ci-dessus. Normalement, ce sera bientôt le cas. On l'accueillera à ce moment-là. Donc, pour ma part, Mehdi Colli, je suis un des cofondateurs de Time for the Planet, qui est une société dont l'objectif est de lutter contre le changement climatique à grande échelle. Pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on repère des innovations qui, si elles devenaient mondiales, permettraient de faire baisser les émissions de CO2 significativement. On investit financièrement dedans. On fait rentrer dans l'équipe qui a amené l'innovation une entrepreneuse ou un entrepreneur qui a déjà beaucoup d'expérience et qui a une grande capacité d'exécution. On passe par un modèle économique inspiré de l'open source pour que tout le monde puisse copier, améliorer, commercialiser l'innovation le plus librement possible, tout en étant rentable. Donc aujourd'hui, j'ai été chargé de la très lourde tâche d'animer cette conférence. Avec un certain nombre de points qu'on a voulu dégrossir. Et on va démarrer par la troisième question, parce que finalement, c'est celle qui nous permettra de rentrer le plus rapidement dans le vif du sujet. Alors, j'avais fait un petit produit en croix il y a quelques temps pour calculer quelle serait la taille de la forêt qu'il faudrait planter si on voulait compenser le bilan carbone d'une des 3 plus grosses banques françaises. Et donc, le résultat était assez surprenant. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là. C'est la taille de l'Union européenne. Une forêt juste de la taille de l'Union européenne. Alors, quelle est la conclusion de ça ? En tout cas, la toute première, c'est que déjà, c'est physiquement pas possible. Mais la question aussi qui est derrière ça, c'est est-ce que c'est vraiment le rôle d'une banque ? Et donc, je vous propose déjà de réagir, dans l'ordre que vous le souhaitez, à ce sujet. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre de constat ? Étant le banquier de la table ronde, je vais peut-être essayer de répondre à cette question. Je vais vous dire ce que la BEI, ce que la Banque européenne, donc banque publique, fait et ce qu'elle incite à faire pour les autres acteurs banquiers. En 2019, au cours des élections européennes, il y a eu un mouvement de fond assez important. Pour ceux qui se souviennent, il y a eu le livre Réveillez-vous de Jean Jouzel et Laroutourou qui invitait à créer cette Banque européenne du climat. Il y avait les différents partis politiques qui évaluaient les besoins à 1 000 milliards d'euros d'investissement, certains sur 5 ans, certains sur 10 ans. Mais on a vu en tout cas l'émergence d'une prise de conscience collective en période pré-Covid de l'importance de l'environnement, de l'importance du climat dans le champ politique et dans le champ de la décision politique. La BEI, à ce moment-là, a considéré qu'elle avait un rôle qui était au-delà des engagements qui avaient pu être pris à l'occasion de la COP21, pour transformer cet acteur public européen qui investit 70 milliards d'euros d'investissement de projets par an sur l'ensemble du territoire européen, pour la transformer en Banque européenne du climat. Je vous le disais tout à l'heure, avec un engagement en termes de volume d'investissement très important. Mais il y a 3 piliers, 3 décisions qui ont été prises à cette occasion. Le premier, c'est d'exclure de notre portefeuille, d'exclure de nos projets d'investissement tous les projets qui mobilisaient des énergies fossiles. En 2022, ça paraît presque normal. En 2019, c'était une première. La BEI a été la première banque publique et même la première banque au monde à prendre cette décision. Ça a été critiqué par certains, puisqu'on excluait le gaz, en particulier au-delà de 250 grammes de CO2 par kilowattheure produit, pour ceux qui ont une approche un peu plus technique. Mais on s'inscrivait en tout cas dans un avenir qui était hors projet fossile. Le deuxième engagement, c'est un engagement volumétrique que j'évoquais tout à l'heure. C'est le doublement de notre activité en faveur de projets ayant un impact positif sur le climat. Et le troisième, ça rejoint aussi les préoccupations sur la décarbonation. C'est que l'ensemble de projets qu'on finance, pris individuellement, ne peut avoir d'impact négatif sur le climat. Au pire, c'est une neutralité carbone. Donc cet engagement, c'est celui qu'on a pris en 2019.
Et ce qui est appréciable, c'est qu'il y a eu un effet d'entraînement. D'autres acteurs, très rapidement, que ce soit des banques privées, mais aussi des banques publiques, ont pris le relais et ont rejoint cette dynamique qu'on n'a pas forcément structurée sur un mouvement, mais qui se sont engagés à transformer leur portefeuille, à le verdir dans une certaine manière. Et les travaux qui ont été menés sur la taxonomie évitent un verdissement de façade. C'est un verdissement qui est réel, qui peut être jaugé et jugé, qui permet de donner d'ailleurs du corps, et c'est une des questions qu'on abordera un peu plus tard, aux émissions obligataires vertes, les green bonds. Mais on a un mouvement de fond qui est en train de s'opérer, qui n'est pas simplement une publication d'un rapport RSE, c'est au-delà de ça. Et donc on peut dire aujourd'hui qu'il y a une responsabilité des acteurs financiers qui se traduit à tous les niveaux, et je crois particulièrement en France, on peut très clairement l'observer. Alors ça, c'est la limitation des investissements à impact négatif. Alors ce qui est compliqué, c'est que l'investissement à impact négatif, c'est en fait l'investissement positif en carbone. Mais disons qu'en fait, le but, là, c'est d'arrêter d'avoir des actifs carbonés. Est-ce qu'on peut aller plus loin et voir ce qu'on peut faire pour avoir des actifs qui permettent de décarboner? Donc quand on parle de décarboner, il y a deux grandes choses. Il y a arriver à produire ce qu'on produit actuellement, mais avec beaucoup, beaucoup moins d'émissions de CO2. Ça, c'est les réductions. Et puis d'autre part, il y a la captation ou séquestration du carbone. C'est d'arriver à faire en sorte que le CO2 qui est émis puisse être séquestré le plus longtemps possible. Et donc là, effectivement, il y a les nature-based solutions dont on a parlé tout à l'heure, les forêts. Et puis, il y a de plus en plus de solutions hors forêt qui existent. Mais la grande question, c'est comment est-ce qu'on fait pour financer tout ça lorsqu'on sait qu'il peut y avoir 10 ans, 15 ans entre le moment où on va mettre l'argent et le moment où éventuellement cet argent va commencer à revenir. Est-ce que le système financier sait faire ça? Qui veut répondre? Damien? Ouais, je veux bien prendre la question. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que historiquement, tous les acteurs financiers qui ont financé les grandes infrastructures, que ce soit les routes, les aéroports, etc., ont fait ces investissements-là sur des durées très longues, des durées plutôt de l'ordre de 30 ans. Se sont mis à faire, en fait, à partir des années 2008-2010, du financement de toutes les infrastructures d'énergie renouvelable, des éoliennes, des centrales solaires, et ce, sur les mêmes durées d'investissement. Et nous, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens placent leur argent parce qu'on sait que la durée de vie de ces actifs a ces durées-là. Donc les gens sont capables d'investir sur ces durées-là. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les actifs de demain, en fait, c'est les actifs de la nature. Et aujourd'hui, force est de constater qu'avec finalement, si vous avez suivi un petit peu, avec l'augmentation du prix des crédits carbone, finalement, si je suis par exemple aujourd'hui exploitant de forêt au Brésil, j'ai même plus d'intérêt économique à ne pas couper ma forêt et donc garder ma forêt en état pour qu'elle puisse pousser et qu'elle puisse capter du CO2. Et si je capte du CO2, du coup, je vais pouvoir émettre des crédits carbone. Et finalement, en émettant ces crédits carbone, je vais avoir des revenus associés, parce que j'ai des gens qui vont acheter ces crédits carbone. Et je peux même avoir des revenus associés sur le long terme, sur des contrats de 5, 10, 15 ans. Et grâce à ça, finalement, je vais pouvoir financer l'économie et donc financer la captation de CO2 et donc finalement combattre le changement climatique. Et ça fonctionne aujourd'hui d'un point de vue financier. Alors juste, on va peut-être expliquer les crédits carbone en deux mots. Donc l'idée dans le crédit carbone, pour ceux qui ne sont pas encore forcément complètement familiers avec ce système, c'est que vous avez la possibilité, en tant qu'entreprise, acteur, d'acheter des tonnes de CO2 qui ont été évitées par exemple le fait d'avoir planté une forêt. Ça, c'est le cas le plus simple. Mais il y a d'autres façons d'éviter du CO2. Et donc concrètement, il y a un marché sur lequel vous pouvez dire, j'achète 1000 tonnes de CO2 en échange de tant d'argent. Et donc c'est vrai que ça, c'est un exemple assez intéressant, parce que si vous vous retrouvez dans cette situation dont tu parlais, où vous avez une forêt et finalement vous avez plus intérêt à la garder, à la faire grossir pour pouvoir vendre les tonnes de CO2 qu'elle a séquestrées, vous arrivez dans un paradigme qui est quand même intéressant, parce que du coup ça devient plus intéressant de préserver la nature que d'aller couper le bois associé. Bon, ceci dit, il faut quand même se dire les choses. Financer de l'énergie renouvelable il y a 10 ans, c'était quand même 10 fois plus cher que l'énergie fossile. Bon. Financer de l'hydrogène vert, c'est 2 fois plus cher que l'hydrogène gris. Donc il faut être un peu... Hydrogène vert, hydrogène gris. L'hydrogène vert fait à partir d'énergie renouvelable, c'est plus cher que de faire de l'hydrogène en cassant une molécule de gaz naturel ou une molécule même de charbon, mais qui émet énormément de CO2. Donc le modèle économique n'est pas celui que les fonds aiment habituellement, puisque
Un contrat à long terme on peut accepter de faire du long terme sur des autoroutes ou des aéroports parce qu'on sait qu'il y a un modèle économique. La différence entre l'économie de cette transition et ce que les fonds font d'habitude, c'est d'habitude je suis des logiques de marché, je veux financer des technologies qui vont être disruptives, qui vont apporter un bénéfice individuel pour un téléphone portable, pour une voiture, pour je ne sais quel type de service, qui fait qu'on sait qu'il y a un business case. Là, le bénéfice individuel de la transition énergétique n'existe pas, il n'existe que s'il est collectif. Il va a priori servir uniquement les générations de vos enfants et petits-enfants, donc pas vous directement, ou éventuellement les générations de gens qui sont sur d'autres continents beaucoup plus exposés au réchauffement climatique que vous. Donc effectivement, ça ne marche pas si j'ai pas en sous-jacent du business model des technologies dans lesquelles je vais, un choix sociétal clair, prévisible, irréversible et progressif. Et donc, les fonds ne se lancent dans ces aventures que s'ils ont le sentiment que, effectivement, les politiques publiques vont mettre en place des réglementations sur la baisse des émissions de CO2, sur l'imposition d'infrastructures de transport alternatifs, sur le soutien uniquement aux énergies renouvelables, qui fassent que je peux investir dans des assets qui vont avoir une rentabilité peut-être longue, mais quelque part avec une certaine forme de garantie. Et c'est ça le vrai sujet, en fait, sur lequel on est, c'est que on sait faire, il existe des technologies, on sait qu'on va y arriver, les renouvelables, on a réussi à baisser et diviser par 10 les prix grâce à des feed-in tarifs, mais tant que les réglementations ne sont pas là, les fonds ne peuvent pas s'engager. Donc c'est un peu nous ce qu'on fait en créant le fonds AE24 d'Hydrogène, on fait le pari, qui est déjà à moitié gagné, que effectivement les politiques publiques vont s'aligner pour imposer le basculement sur des technologies bas carbone, dont l'hydrogène fera partie, et qui feront que les assets que j'investis aujourd'hui, qui sont plus chers et moins rentables que les assets carbonés, sont quand même ceux qui demain survivront. Parce que demain, on n'aura plus le droit d'utiliser des assets carbonés. Et c'est ça le nerf de la guerre et le pari qui fait que certains fonds démarreront plus tôt et seront plus rentables que d'autres. Alors, je ne peux que vraiment soutenir ce propos parce que il se trouve que donc, Time for the Planet a investi dans une société qui s'appelle Leviathan Dynamics qui commercialise des systèmes de froid sans gaz HFC. Donc en gros, les gaz HFC, c'est à peu près en moyenne 1500 fois pire que le CO2 au niveau de l'effet sur le réchauffement climatique, et c'est présent dans tous les systèmes de froid actuellement. Et donc cette innovation-là remplace les gaz HFC par de l'eau en circuit fermé. Donc on a un gain CO2 qui est vraiment énorme à chaque fois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un des éléments qui nous a vraiment incité à investir en se disant il y aura un retour, c'est qu'il y a des régulations de plus en plus fermes en Europe, mais aussi aux États-Unis, puisque Joe Biden cette année l'a aussi annoncé, sur le fait d'interdire progressivement ces gaz HFC. Parce que si on vient avec une machine qui est 25% plus chère et qu'on dit c'est 25% plus cher, mais par contre pour la planète vraiment c'est mieux, on vous dit ouais mais c'est quand même 25% plus cher. Alors que si vous venez vous dire de toute façon là dans 5 ans c'est interdit, donc faites anticiper et ça va bien se passer, à ce moment-là vous libérez en fait la créativité du secteur privé. Et donc c'est ça qui change absolument tout. Est-ce que du coup on peut peut-être se retourner la Grégoire pour savoir si dans le cadre de vous, ce que vous recherchez ce que vous étudiez comme investissement, vous avez aussi la possibilité de vous tourner vers la Commission européenne, etc., pour dire ce serait bien quand même que là il y ait des régulations qui se fassent plus rapidement. Alors peut-être deux réactions par rapport au financement de ces actifs de long terme. La BEI, on la présente souvent comme un financier de long terme, ce qui est vrai. On essaye d'aligner la maturité des prêts que l'on propose